Aujourd'hui, zoom sur l'association Le Pont, association départementale qui aide les migrants et les réfugiés dans leur démarche depuis plus de 40 ans. Quelles sont les étapes pour obtenir un statut de réfugié aujourd'hui en France ? Pour répondre à cette question, nous accueillons Olivier Milan, travailleur social à l'association Le Pont du Creusot. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, pour commencer, quelle différence peut-on faire entre migrants, réfugiés et demandeurs d'asile ? Très bonne question et essentielle à mon sens pour comprendre les processus et la situation, le rôle de chacun. Ces trois mots sont un petit peu mélangés en termes de chronologie. Je dirais plutôt migrant, demandeur d'asile et réfugié. Une personne migrante, c'est une personne qui est dans un processus de déplacement, un processus de migration. Pour nous, Association Le Pont, principalement CADA, on n'accompagne pas et on n'héberge pas de personnes migrantes. On héberge des personnes en demande d'asile. Parce que pour nous, elles sont arrivées. Peut-être que dans la réalité, elles continueront par la suite un parcours migratoire, mais à l'instant de notre accueil et de notre accompagnement de ces personnes-là, elles ne sont plus en migration parce qu'elles se sont arrêtées dans un pays pour demander l'asile. On parle donc de personnes en demande d'asile, et donc un demandeur ou une demandeuse d'asile, c'est une personne qui s'arrête dans un pays pour demander sa protection contre un renvoi ou un retour dans son pays d'origine. Et donc un réfugié ou une réfugiée, c'est une personne qui s'est vu reconnaître ce statut, conditionné par des textes internationaux comme la Convention de Genève, dont la France est signataire, et qui conditionne donc la question de la protection internationale accordée aux personnes qui en font la demande. Comme je l'ai dit, on héberge des personnes en demande d'asile et parfois, à terme, des personnes réfugiées. Donc ce sont ces personnes-là qui sont théoriquement amenées à rester en France et à commencer à s'insérer socio-professionnellement. Quelles sont les démarches administratives pour avoir un statut de réfugié en France ? Le statut de réfugié, qui n'est d'ailleurs pas le seul statut de protection internationale, on va préférer, nous, en CADA et puis de manière générale, parmi tous les acteurs de la demande d'asile, on va parler de protection internationale. Il y a deux grands types de protection internationale, le statut de réfugié et la protection subsidiaire. Dans tous les cas, on n'arrive jamais, les personnes qui viennent demander protection à la France n'arrivent jamais en demandant le statut de réfugié. Elles viennent en demandant une protection internationale et ensuite, en fonction de leur histoire, de leur motif de demande d'asile, de la situation qui prévaut dans leur pays d'origine, la France leur accorde une ou l'autre de ces deux protections internationales. Donc dans tous les cas, comme dit dans la question, c'est une démarche administrative. C'est tout simplement un dossier que l'on va remplir, dans lequel on va expliquer sa situation et les raisons de l'exil, qu'on va transmettre à une autorité administrative compétente qui s'appelle l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui dépend directement du ministère de l'Intérieur et de la Direction générale des étrangers en France, qui traite du coup cette demande et qui, à terme, est compétente pour assurer la protection effective des personnes placées sous la protection de l'État français. Ensuite, il peut y avoir intervention d'une autre autorité qui, elle, est une autorité judiciaire spécialisée qui s'appelle la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, qui est le lieu de recours en cas de réponse défavorable de l'OFPRA, de la première autorité. Donc on fait une demande d'asile, l'OFPRA étudie, si elle dit non, on peut contester devant cette Cour nationale du droit d'asile, qui est un tribunal, et là, la contestation se fait avec l'aide d'un avocat. Pour quelles raisons un réfugié fait-il une demande en général ? Un demandeur d'asile fait une demande de protection internationale parce qu'il estime qu'il ne peut ou ne veut retourner dans son pays pour des raisons de sécurité, de risque de persécution, de risque de torture, de risque de mort, de risque d'emprisonnement, de traitement dégradant, de discrimination. Il y a des tonnes de motifs possibles. Systématiquement, les motifs invoqués par une personne en demande d'asile sont ceux-là. Une personne en demande d'asile peut faire cette demande en invoquant ces risques-là pour elle-même, mais aussi parfois pour ses enfants. Ça peut être le cas pour certaines questions liées à des mutilations du corps. En quoi pouvez-vous aider concrètement un réfugié dans ses démarches ?
On accompagne les personnes en demande d'asile, donc de manière globale, sur leur vie quotidienne, l'accès à la santé, à la scolarisation, à leurs droits divers. Mais sur la question de la procédure de demande d'asile, on fait le lien, on fait le pont entre leurs demandes et les attentes de l'administration compétente pour pouvoir accorder une protection internationale. Donc ça se manifeste comment ? Ça se manifeste, par exemple, dans un premier temps, on va aider la personne à remplir son dossier de demande d'asile. C'est un dossier administratif. Si on ne parle pas français ou qu'on n'écrit pas français, on ne peut pas le remplir seul. Donc on va aider par exemple sur ces choses-là et on va l'aider à comprendre les enjeux d'une demande d'asile, parce qu'il ne suffit pas d'arriver en France et de se dire je veux demander l'asile. Il faut comprendre concrètement comment cette procédure fonctionne, quel est le cadre légal, en même temps pouvoir aiguiller les personnes en demande d'asile, non pas sur ce qu'elles doivent dire pour obtenir l'asile, parce que c'est pas notre mission. On est mandaté pour exercer une mission de service public, donc on se doit d'être objectif, de pas prendre parti, mais on doit les aider à comprendre en fait quels sont les critères d'obtention d'un statut de réfugié ou de l'autre protection internationale. Et après, c'est à elle de donner les éléments de réponse qui correspondent à ces critères. Si elle les a pas, elle les a pas. Avoir conscience de ce qui est important, de mettre en avant pour que l'État français puisse croire à la légitimité de la demande de protection internationale. Un enfant peut-il demander l'asile sans ses parents ? Oui. Combien y a-t-il de demandes d'asile chaque année en France et combien obtiennent une réponse favorable ? De tête, environ 130 000 nouvelles demandes d'asile sont formulées. Environ un tiers ou un quart de ces demandes font l'objet d'une réponse positive. Sur l'année 2022, quelque chose comme 30 000 à peu près réponses positives à des demandes d'asile ont été apportées par l'État français. Avec la guerre en Ukraine, avez-vous constaté une augmentation de la demande d'asile politique en France ? Alors non, parce que l'État français a mis en œuvre, et l'Europe dans son ensemble, a mis en œuvre une disposition qui avait été prévue au début des années 2000, à la fin du conflit en ex-Yougoslavie, qui s'appelle la protection temporaire. Et donc la très très grande majorité des exilés d'Ukraine ont bénéficié de cette protection temporaire. Et du coup, elles ne se sont pas inscrites dans une procédure de demande d'asile classique. Donc il y a eu très peu de demandes d'asile formulées par les ressortissants ukrainiens. Certains pays accordent-ils l'asile plus facilement que d'autres ? Oui, quand on regarde les chiffres, certains pays accordent plus facilement une protection internationale, mais après, ces chiffres, ils sont à mettre en relation avec le nombre de demandes formulées au sein de ces pays. Sans jugement de valeur que je puisse avoir à l'égard de ces pays-là, mais le premier pays protecteur, sur les derniers chiffres, c'est la Bulgarie. Mais quand on regarde le nombre de demandes d'asile déposées en Bulgarie, il n'y en a quasiment pas. Donc, c'est peut-être plus facile pour un pays d'avoir un fort taux de protection internationale quand il n'y a pas beaucoup de demandes. Et à l'inverse, c'est peut-être plus compliqué de donner beaucoup de réponses positives quand il y a énormément de demandes. Parce que derrière, il faut prendre en considération la dimension de l'intégration de toutes les personnes qui font une demande de protection internationale dans les différents pays d'Europe. Mais voilà, les pays les plus protecteurs sur l'année qui s'est écoulée, c'est la Bulgarie, l'Italie, la Finlande. Les moins protecteurs, le Portugal, la Lituanie, l'Estonie. Mais en sachant que les pays les plus sollicités en matière de demande d'asile sont, dans l'ordre, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie. Que devient un réfugié s'il n'obtient pas d'asile de la part de la France ? Différentes possibilités existent, soit elles redeviennent migrantes, c'est-à-dire qu'elles repartent dans un autre pays d'Europe ou même ailleurs pour retenter leur chance en sachant que c'est une possibilité mais qui peut être très très complexe pour des questions juridiques qui peuvent prendre énormément de temps. Donc elles sont potentiellement de nouveau dans un schéma d'errance, de très très grande précarité. Et si elles décident de repartir par contre dans leur pays, l'État français a un programme d'aide au retour dans le pays d'origine avec un appui administratif et financier. Mais quand je dis financier, il ne faut pas s'imaginer que ce sont des sommes faramineuses, c'est de l'ordre de 200, 250 euros de pécule pour pouvoir retourner dans le pays d'origine, mais avec quand même une aide par l'État français à la réinsertion socio-professionnelle dans le pays d'origine. Ou alors, elles restent en France. Elles sont en situation irrégulière et donc en très très grande précarité. Merci Olivier Milan pour toutes ces précisions sur l'association Le Pont et les demandes d'asile. Pour en savoir plus, nous invitons nos auditrices et auditeurs à se rendre sur internet lepont.asso.fr.